Aurélie Trouvé. Bonjour. Pablo. Salut, salut. Salut. Aurélie, tu es porte-parole d'Attaque France. Vous avez lancé avec Attaque et 20 autres organisations, dont la CGT, Greenpeace, Oxfam France, l'UNEF, la Confédération paysanne et j'en passe plein d'autres. Vous avez donc lancé un plan de sortie de crise avec 34 propositions. On va revenir sur ces propositions, mais d'abord un mot sur la méthode. Vous avez tous des traditions, des sensibilités, voire des modes d'action différents. Voire des désaccords aussi parfois sur les enjeux climatiques ou sur la sortie nucléaire. On ne va pas aller sur les désaccords parce que vous avez fait émerger justement les points de convergence. Mais comment est-ce que vous avez travaillé et comment est-ce que vous avez accouché de ces 34 propositions? C'est quoi la méthode de travail? La méthode, c'est déjà de prendre le temps. Parce que en fait, ça fait des mois et des mois qu'on discute ensemble. On a d'abord été 8 organisations, 4 syndicats, 4 associations environnementales syndicales. On a pris beaucoup de temps, on a fait beaucoup de réunions aussi pour prendre le temps d'en parler. En fait, on est des organisations, donc on a une logique organisationnelle qui aussi respecte la démocratie. Donc ça veut dire que, enfin la démocratie interne, ça veut dire qu'il faut prendre le temps aussi avec nos conseils d'administration, bureaux exécutifs et compagnie. Pour que ce soit approprié aussi dans nos propres associations, nos propres organisations. Et donc beaucoup de respect, beaucoup d'écoute, voilà, et aussi des amitiés qui se forment au fur et à mesure du temps et de la compréhension mutuelle. Je crois, voilà, je pense que c'est ça la méthode. Et puis, Qu'est-ce qui a favorisé ce rassemblement de ces organisations, justement, qui est ouais. assez inédit finalement? Est-ce que c'est la crise qu'on traverse ou est-ce que c'est la nécessité d'offrir une perspective, une alternative politique, ou les deux peut-être d'ailleurs? Ça a commencé avant, en fait, la crise. C'est issu aussi des mouvements en retraite. Avant ça, mouvement climat, du mouvement Gilets jaunes, évidemment. De tous ces mouvements d'abord anti-système. Donc, on est quand même parti sur des bases radicales et systémiques au sens où on pense qu'il faut changer le système et les racines du système. Il faut s'en prendre aux racines même du système néolibéral et productiviste. Donc on est parti de cette idée-là avant même la crise. Ça a débuté d'abord l'été dernier entre CGT, Attaque, Greenpeace, puis on s'est élargi à Oxfam, Amis de la Terre, Confédération paysanne, FSU solidaire. Puis maintenant on est une trentaine. Donc cette idée qu'on allait répondre concrètement au slogan fin du monde, fin du mois, même combat, à l'idée qu'en fait les préoccupations de fin de monde et de fin de mois doivent être abordées ensemble, puisqu'on est dans une logique systémique. Il faut des alliances aussi, c'est-à-dire que finalement on se bat aussi pour un autre système qui articule complètement ces exigences sociales, écologiques et démocratiques. Voilà. Et Alors, c'est la crise. Ouais. Non, pardon, juste pour dire que la crise, elle a accéléré les choses. C'est-à-dire que voilà, au moment où éclate la crise sanitaire, on se dit mais il faut absolument qu'en fait on accélère nos rencontres. Et c'est apparu évident, naturel pour tout le monde. Et puis après, il y a plein d'autres organisations du coup qui nous ont demandé à rejoindre la dynamique. Voilà. alors, dans les 20 organisations, il n'y a pas de parti politique. Est-ce que justement ce plan de sortie de crise, Ouais. il est aussi adressé aux partis politiques, je pense notamment aux partis politiques de gauche, hein. Est-ce que toi, tu as eu des retours de ces partis quant à ce plan de sortie de crise? Oui, tout à fait. Alors, d'abord, c'est parti de la tribune, d'une tribune mi-mars, puis d'une pétition, puis d'un appel unitaire au 1er mai, et ensuite le plan de sortie de crise. Donc, pour l'instant, les réactions au plan de sortie de crise, on vient de leur envoyer. Donc, on ne les a pas sur ce plan-là, mais on les a eues sur la tribune. En gros, ça a été, voilà, la tribune de départ mi-mars, elle a été soutenue par tous les partis de gauche, de l'écologie, voilà, d'un arc de force très large. Et on les a invités, c'était la semaine dernière, si ma mémoire est bonne, donc on les a invités à un dialogue avec nous, à un échange, mais on n'avait pas sorti le plan de sortie de crise. Donc on refera une discussion au mois de juin avec eux sur cette base. Par contre, on ne souhaite pas le faire partie par partie, on souhaite le faire avec l'ensemble des forces qui se retrouvent dans notre démarche et dans la tribune. L'idée, c'est quoi? C'est qu'eux se saisissent de vos propositions et les fassent leur, en fait, les fassent proposition pour une alternative politique, pour Ouais. à venir. Bah oui, c'est sûr qu'on a l'objectif qu'ils s'en saisissent, mais j'ai envie de dire, c'est pas le seul objectif. Comment vous dire?
moi, je pense que nous, on fait de la politique aussi, au sens large du terme. C'est-à-dire que les mouvements sociaux, on fait de la politique et justement, on n'est pas seulement dans ce rôle d'interpellation, de mobilisation dans la rue, d'action, etc. En fait, on a une légitimité en tant qu'organisation de terrain, syndicale, écologie, solidarité internationale. Avec notre expertise, nous avons une légitimité à faire des propositions en commun, d'autant plus que, je pense, nous avons été capables, en tout cas, de dépasser un certain nombre de différences entre nous, de cultures, d'approches militantes différentes. Et nous avons réussi, avec ces approches complètement différentes, à sortir 34 mesures chiffrées, hein, précises, chiffrées. Enfin, il ne s'agit pas de grands discours hein, à la Macron, que sais-je. Pourquoi vous ne les avez pas inclus, les partis politiques? Il y a un truc qui vous fait peur dans les inclure en fait, dans la liste des organisations ou dans la réflexion? D'abord, je crois qu'il faut quand même se rendre compte déjà de l'énorme chemin qui a été fait entre les organisations syndicales et associatives. Il ne s'agit pas non plus de nous mettre plein de difficultés pour finalement rien faire, quoi. Voilà. Donc déjà, réunir cette vingtaine ou trentaine d'organisations syndicales et associatives, c'est énorme. C'est des très grandes organisations pour certaines, plusieurs dizaines ou plusieurs centaines de milliers d'adhérents, donateurs ou ce que vous voulez. Donc c'est déjà énorme ce pas-là. Donc on ne se rajoute pas la difficulté des partis politiques. Et puis par ailleurs, oui, il y a aussi quand même pour l'instant, en tout cas, déjà nous, le temps de se connaître et aussi l'idée que nous tenons à notre autonomie ou indépendance en tant qu'organisation syndicale associative, ce qui ne nous empêche pas, au contraire, de dialoguer de manière saine, de manière établie, sur des bases claires avec les partis politiques qui partagent nos idées. Sur les 34 propositions, vous commencez notamment par des propositions pour assurer un bon déconfinement. Vous évoquez un plan d'urgence pour l'hôpital public. Tu étais d'ailleurs, Aurélie, hier devant l'hôpital Robert Debré pour une mobilisation. Tu penses qu'après les applaudissements, la mobilisation va se poursuivre en faveur justement de l'hôpital public? Je l'espère, même j'en suis certaine. En fait, je pense que c'est vraiment sur les hôpitaux et la santé pour toutes et tous que nous allons mobiliser dans les semaines et les mois à venir. Et également, la santé, ça a une dimension environnementale très forte. Il faut se rendre compte aussi que il y a des maladies liées notamment à l'environnement, comme les cancers, qui justement ont aussi rendu plus vulnérables certaines personnes. Il faut se rendre compte aussi que parmi les causes avancées de cette apparition de la pandémie, il y a aussi le fait que la déforestation, l'urbanisation, etc., ont favorisé le passage des virus type SRAS des espèces humaines à l'espèce humaine. Et donc, on a aussi des fondements écologiques de cette crise du point de vue de la santé. C'est pour ça que la santé, pour nous, en plus, organisations syndicales et associatives, nous pouvons mener ce combat ensemble. Et oui, les hôpitaux et la santé pour toutes et tous, ça va être un combat, mais aussi la distribution gratuite des masques, aussi le fait qu'on ait des tests massifs pour chacun, aussi les services aux personnes dépendantes, les EHPAD. Donc nous allons appeler tous ensemble d'ailleurs, les organisations syndicales et associatives, au 16 juin. Et avant cela, aux différentes mobilisations. Ce qui est important pour nous, c'est de s'appuyer sur les soignantes et les soignants. Voilà. Parce que c'est eux qui sont en première ligne, c'est les premiers de corvée. Donc pour nous, ça c'est… Et juste un dernier mot là-dessus, oui, il est temps non pas de les applaudir, mais de les soutenir, d'exiger des mesures fortes, parce que là, vous avez vu, on nous propose de démanteler les 35 heures et en fait d'empirer la situation dans les hôpitaux et empirer par ailleurs la situation des soignants. Donc ça, nous le refusons. Et je le dis franchement, le temps n'est pas venu à la cohésion nationale ou à toute forme ou de tracer un trait sur les responsabilités. Bien au contraire, il est temps que les responsables de ce désastre partent. En tout cas, ce n'est pas les responsables de ce désastre qui pourront dessiner le monde d'après. La preuve en est faite que depuis les quelques mois de confinement, ils ont multiplié les mesures, des mesures encore pires d'un monde d'après qui sera pire que celui d'avant. Alors, justement, sur le déconfinement, vous demandez aussi la levée de l'état d'urgence sanitaire. Pourquoi c'est un problème, l'état d'urgence sanitaire? Alors,
l'état d'urgence sanitaire, c'est plutôt ce qui évidemment pose problème. D'abord, c'est que cet état d'urgence sanitaire, pour beaucoup d'experts, d'analystes, c'est qu'il est prolongé bien au-delà de ce qu'il faudrait. Et puis, évidemment, il a un problème du point de vue démocratique, puisque c'est donner des pouvoirs extraordinaires à l'exécutif. Et donc, c'est étouffer le Parlement, c'est étouffer tout ce qui permet aujourd'hui une démocratie une démocratie saine, quoi. Hein, voilà. Donc, prolonger cet état d'urgence, oui, effectivement, c'est étouffer la démocratie. Mais de manière plus générale, je vais élargir le propos. Je pense que ce gouvernement ultralibéral est en train de dérouler de poursuivre son rouleau compresseur, est en train de nous fabriquer un choc ultralibéral encore beaucoup plus important qu'avant en profitant de cette crise. Il va avoir besoin d'une dimension autoritaire très forte parce qu'il est en train de se confronter à une partie significative de la population qui a compris les responsabilités du néolibéralisme. Et donc, il va y avoir une confrontation entre cette population qui ne veut plus de tout ça, et d'ailleurs on l'a vu avec le mouvement des Gilets jaunes, les retraites, etc., et ce gouvernement qui ne lâche rien, bien au contraire. Et donc, il va être obligé de faire taire autant qu'il peut les voix qui vont s'opposer à lui. Sur la crise sociale, Aurélie, vous proposez une hausse généralisée des salaires. Comment est-ce qu'on décide une hausse des salaires? On fait comme en 68, on réunit les syndicats, les partenaires sociaux, le patronat et on discute, on fait un Grenelle en gros, on met tout le monde sur la table et on négocie? Ça demande effectivement déjà une vraie prise en compte des représentants de salariés, de la majorité syndicale, ce qui n'a par exemple absolument pas été le cas pour les retraites. Hein. Vous savez qu'une majorité syndicale était contre cette réforme de retraite et était dans la rue. Donc ça demande déjà ne serait-ce que ça, un vrai dialogue et une vraie prise en compte des demandes de représentants de salariés et pas un gouvernement qui s'agenouille devant le MEDEF à la moindre occasion. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, donc c'est une question effectivement déjà de méthode. Et puis, je veux dire, il y a déjà une mesure toute simple, hein, c'est la hausse du SMIC. Hein. C'est assez. Alors évidemment, après, il faut rééchelonner tous les salaires, mais déjà la hausse du SMIC. Et puis l'État, déjà rehausser les salaires dans la fonction publique, ne serait-ce que de nous faire rattraper. Enfin, moi, je dis ça, je suis fonctionnaire aussi. On a tous perdu des années et des années de salaire avec le gel de l'indice. Ne serait-ce que le rattrapage de cet indice, c'est énorme. Et pourquoi, du point de vue macroéconomique, c'est de toute façon absolument nécessaire, parce que si aujourd'hui on veut relancer l'activité, la demande, etc., alors je ne dis pas une relance insoutenable, hein, dans un modèle insoutenable tel qu'il a été, mais si on veut relancer la demande vers les services, vers tout un tas de choses qui par ailleurs ne sont pas forcément destructeurs de l'environnement, il faut aussi du pouvoir d'achat, et en particulier du pouvoir d'achat des classes moyennes et précaires. Et parmi les fonctionnaires, il y a beaucoup de classes précaires. Et par ailleurs, la fonction publique elle-même aujourd'hui emploie de plus en plus de précaires non fonctionnaires, ce qui est absolument révoltant. Moi, je suis dans l'enseignement supérieur, je peux vous dire que dans les universités, c'est scandaleux la façon dont on multiplie les précaires et on piétine le droit du travail à l'intérieur même des universités, des hôpitaux, etc. Dans les hôpitaux, c'est pareil. Ils veulent des emplois de fonctionnaires. Et d'ailleurs, vous avez vu que le gouvernement entend peut-être remettre en cause la fonction publique hospitalière. Ce qu'il faut aujourd'hui, c'est des gens avec des emplois stables qui par ailleurs, permettront de faire relancer par leur demande l'activité. Donc, ce que nous propose le gouvernement, c'est antisocial, mais en plus, c'est absolument inefficace sur le plan économique. Alors, juste pour financer toutes vos propositions, vous dites qu'il n'y a pas d'argent magique et du coup, vous avez chiffré parfaitement toutes vos propositions. Mais comment est-ce que vous les financez? Alors, nous, on pense qu'aujourd'hui, on peut dégager plusieurs dizaines de milliards d'euros et on l'a chiffré. Hein, on l'a chiffré tout simplement déjà par via une fiscalité beaucoup plus juste et redistributive, enfin une révolution fiscale en fait, hein, qui passerait déjà par un impôt sur la fortune rénové, qui passerait par une taxe sur les transactions financières efficace et bien plus importante, qui permettent véritablement par ailleurs de juguler la spéculation financière. Ça passe par la suppression de toutes les niches fiscales inutiles ou en faveur des plus riches ou destructives sur le plan environnemental. Et puis, au-delà de ce financement, il faut parler aussi du financement par le système bancaire. Nous plaidons
pour un système, un pôle public bancaire qui draine l'épargne populaire et qui permette aussi de financer les besoins sociaux. Il est temps de resocialiser une partie du secteur bancaire pour que le financement se fasse en faveur des besoins sociaux. De la même façon, alors c'est un peu technique, mais que la Banque centrale européenne, c'est central, justement, en parlant de la Banque centrale européenne, il faut absolument qu'elle arrête d'injecter des centaines de milliards d'euros comme ça a été proposé avec le plan de 750 milliards il y a quelques semaines, qu'elle arrête d'injecter sur les circuits financiers et d'alimenter en fait la spéculation financière. Donc là aussi, il faut remettre à plat la politique monétaire européenne. Et puis dernière chose, il faut que cette Banque centrale européenne annule une partie de la dette publique, enfin annule ce qu'elle détient en termes de dette publique. Et cette idée, elle fait son chemin, pas seulement chez les économistes gauche, altermondialistes, etc. Aujourd'hui, cette idée, elle fait vraiment son chemin. C'est-à-dire que si on veut vraiment relancer l'économie en finançant les besoins sociaux, quand je dis la relance, attention, ce n'est pas la relance au point tel que l'entendent les néolibéraux, c'est une relance de l'emploi au service de la transition écologique. Et ben là, il faut absolument annuler aussi une partie de la dette publique, celle détenue par la BCE. Dans le volet reconversion écologique et sociale des activités, dans le rapport des 34 propositions, sauf erreur de ma part, il n'y a pas de mesures spécifiques sur les relocalisations d'entreprises. Pourtant, c'est quand même très à la mode en ce moment. À droite, à gauche, tout le monde parle de relocalisation. C'est une fausse bonne idée, la relocalisation? Ah, mais moi, je suis à fond pour la relocalisation solidaire. Mais d'ailleurs, on le dit dans notre tribune, c'est simplement que dans ce plan de sortie de crise, on n'a pas pu tout traiter. Parce qu'il faut bien se rendre compte qu'on a sorti en quelques semaines un plan très détaillé. Je vous assure que c'est inédit avec cet acte de force-là. Mais en même temps, on s'est dit qu'on allait prendre le temps sur d'autres sujets qui méritent plus ample discussion. C'est le cas. Ce travail va se poursuivre avec toutes ces organisations. Voilà, exactement. Et ben, en fait, on ne voulait pas seulement un plan que quelques têtes pensantes des organisations au niveau national travaillent. D'abord, on veut que ce plan de sortie de crise il soit évolutif, il est non figé, non ficelé, il est tout à fait partiel, on le dit dès l'introduction. Il manque des sujets type la reconversion énergétique, la reconversion industrielle, ce qui ne sont pas des petits sujets, ou l'Europe, voilà. Et en fait, on a mis en débat ce plan de sortie de crise dans tous nos groupes locaux, fédérations, tout ce que vous voulez, parce que une de nos caractéristique de nos organisations, c'est qu'on a quasiment toutes des bases locales. Et donc, voilà, il faut qu'aujourd'hui, ce soit discuté par les salariés, il faut que ce soit discuté par les écologistes de terrain, par les militants de terrain, et qui nous fassent remonter aussi des choses, et qu'ensuite, on puisse poursuivre, y compris sur ces sujets-là. Mais on le dit dès la tribune, nous sommes pour une relocalisation, mais ce qui est important, c'est le mot solidaire. Une relocalisation qui s'accompagne d'une solidarité entre territoires, entre pays, avec notamment une solidarité avec les migrants. Pourquoi je dis tout cela? Parce que la relocalisation, démondialisation sera certainement aussi quelque chose qui sera utilisé par l'extrême droite. Et donc, il s'agit bien de montrer qu'on n'est pas du tout dans le même jour d'après évidemment que l'extrême droite, et que le terme de solidarité et la solidarité internationale qui est très présente dans notre plan de sortie de crise, et c'est pas pour rien, elle est centrale. Voilà. J'ai une dernière question, Aurélie. Tu es une militante féministe aussi. Dans les 34 propositions, il y a beaucoup de propositions sur l'égalité femmes-hommes et les droits, notamment des femmes. Il se trouve qu'en ce moment, la théologienne Anne Soupa, je ne sais pas si tu as entendu parler d'elle, qui a un engagement humaniste assez reconnu et connu sur la place des femmes dans l'espace et notamment dans la religion. Elle est candidate pour la première fois au siège d'archevêque de Lyon. Cécile Duflot d'Oxfam a écrit une lettre de soutien pour soutenir cette démarche qu'elle considère comme étant un peu un acte provocateur dans cet espace où la place des femmes n'est pas reconnue. Toi, tu soutiens une démarche comme celle-là? Bah, tout à fait. Mais je vais être beaucoup plus large que ça. Je pense qu'aujourd'hui, on ne peut pas avoir une gauche. Alors là, je vais parler de la gauche. Je suis désolée, mais avant de parler de toute autre chose, on ne peut pas avoir une gauche, on ne peut pas avoir une gauche sociale et politique, un mouvement écologiste qui se dit féministe, sans une représentation équilibrée, à parité, entre les femmes et les hommes dans toutes les responsabilités symboliques, institutionnelles, etc. Ça n'est pas possible. Et aujourd'hui, je plaide moi pour la parité stricte. Et ça commence par chez nous. Voilà. Et aujourd'hui, je suis scandalisée par le fait que de la surreprésentation, de la surdomination
des hommes dans toutes les représentations institutionnelles du monde de gauche. Je pense que c'est un de nos combats en tant que féministe. Il y en a aussi beaucoup d'autres, mais ça passe aussi par ça. Moi, je n'en peux plus de discuter avec uniquement quasi uniquement des hommes quand il s'agit de discuter avec des représentants syndicaux, associatifs et surtout politiques, je le dis, et surtout politiques. Voilà, il faut que nous-mêmes, déjà, on commence par balayer devant notre porte. Je ne saurais plus te citer d'où vient le papier, mais j'ai lu hier une intellectuelle expliquer que les populismes qui émergent partout dans le monde se constitueraient, se formeraient de manière très viriliste en réaction justement au mouvement féministe. Oui, mais je pense que évidemment, on porte avec nous des siècles de domination patriarcale. Alors vous allez me dire, ouais, évidemment, à droite, c'est peut-être encore pire. Mais enfin, nous qui nous disons féministes, bah, commençons déjà dans nos organisations, dans notre monde qui se dit féministe. Et oui, je pense qu'en ce moment, il y a aussi des contre-réactions aux mouvements féministes qui se sont développés ces dernières années. Voilà, et donc c'est le moment de tenir, et c'est plus que ça, c'est le moment d'avancer sur un certain nombre de choses, et je pense que c'est un combat essentiel. Voilà. Et d'ailleurs, juste pour finir là-dessus, vous avez vu pendant le mouvement, pour être un peu optimiste, d'abord vous avez vu le 8 mars, juste avant le confinement, mais qui était un moment formidable, et même la veille, le 7 mars, hein, où il y a eu des manifestations, celle du 7 mars au soir qui a été réprimée par des violences policières de manière assez très brutale. Mais il y a en plus des nouvelles générations. Moi, je suis très optimiste vis-à-vis des nouvelles générations, des plus jeunes que moi. Je pense que les rapports entre les femmes et les hommes ne sont pas les mêmes. Voilà. Ils évoluent. Ça, j'en suis persuadée. Et puis, autre chose, voilà, pour être optimiste, regardez le mouvement des retraites. Les voix féministes n'ont jamais été aussi présentes dans le mouvement des retraites. Donc, voilà, en tout cas, oui, on avance dans le monde de gauche, etc. Mais il faut s'accrocher, et on a encore beaucoup de pas à faire. Voilà. Merci beaucoup, Aurélie. Merci. Merci à vous.